D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Michel Sarrier, fondateur de la société InnoLifters, qui va nous présenter les 3 dimensions du design thinking. Découvrez dès maintenant le 2e épisode d'une série annuelle dédiée au D de design thinking. Pour commencer, j'aurais aimé savoir si tu étais d'accord de nous présenter un peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. J'ai commencé par une école de commerce en France et en Allemagne, à l'époque. Ça se faisait pas beaucoup, mais 2 ans à Reims et puis 2 ans à Reutlingen, qui est à côté de Stuttgart. À la fin de mes études, j'ai créé avec ma copine une boîte avec l'entraîneur de Boris Becker à l'époque. Mais ça a pas fonctionné comme ça aurait dû. On s'est diversifié trop tard et donc on a fermé. On a fini nos études et puis ensuite on a cherché un boulot, puis on a atterri dans une PME de l'époque qui s'appelait SAP. Et moi, j'y suis resté pratiquement 26 ans avec juste une petite pause de 2 ans pour aller chez Nestlé. Et donc chez SAP, j'ai passé la plupart de ma carrière dans le conseil. Au début, j'étais consultant finance, puis ensuite je suis devenu responsable conseil en Suisse romande, et où je suis resté 6 ans. Et ensuite, je suis passé sur le côté technologique. Et là, j'y suis resté une quinzaine d'années. Et les dernières 6 années, j'étais responsable pour tout ce qui était l'innovation au niveau des services, au niveau global. Ce qui représentait chez SAP quand même à l'époque quelque chose comme 23 000 salariés. Et voilà, puis début 2016, j'ai quitté SAP et j'ai créé ma propre structure. Et depuis lors, j'aide les clients à monter des équipes innovantes, à changer la culture. Pas tant que ça, je me plonge pas tant que ça dans la techno. On parle plutôt business. Et alors oui, la porte d'entrée chez la plupart de mes clients, c'est l'informatique, mais ça, c'est lié à mon historique plutôt qu'autre chose. C'est en train d'évoluer un peu avec le temps. Voilà. Puis chez Nestlé, je les ai aidés à monter leur centre de compétences SAP à l'époque, tout au début de ce qui s'appelait Globe. Et donc chez nous, InnoLifter, donc on aide les clients à monter des équipes innovantes, à changer la culture, on les aide à monter des programmes pour innover, pour être plus efficaces, pour être plus agiles et pour mettre le client au centre de tout ce qu'ils font, que ce soit le client interne ou le client externe, puisque toute fonction, même un comptable, a à faire avec des clients, même si c'est que des stakeholders internes. Une petite question que je me pose vraiment qui est spécifique à ton parcours. Apparemment, suite au Covid, il y a eu une explosion des créations d'entreprises. Ouais. De plus en plus de gens qui se lancent pour réaliser leurs rêves ou se lancer en tant indépendant ou autre. Et toi, en fait, tu avais déjà eu ce courage, du coup, autour de tes 20 ans, durant tes études, pour lancer ta première boîte. Quelle différence tu vois entre lancer sa boîte À l'époque et à maintenant. l'époque et maintenant? Quelles sont les opportunités, les challenges Je crois que le challenge, il reste si j'ai appris une chose lors de ma première création de boîte, et ça n'a pas changé après, puisque j'en ai créé une pour SAP, et puis depuis j'en ai créé 2 et je suis en train d'en créer une autre. Le challenge, c'est toujours de trouver le premier client. Et si j'avais appris une chose quand on a créé Bambo, qui était notre première boîte, c'est qu'en fait, je le referai plus, mais c'est facile à dire, je le referai plus sans avoir le premier client. Et de tous ceux avec qui j'ai parlé, en fait, de temps en temps, trouver vraiment le premier client avec lequel on peut décoller, c'est quelque chose qui peut durer 18 mois, 2 ans et ainsi de suite. Et c'est frustrant parce que jusque-là, on vivote. Donc, il faut une idée à laquelle on croit. Il ne faut pas écouter tous ceux qui nous disent que ça ne fonctionnera jamais, parce qu'il y en a pas mal. Et il faut s'appliquer à trouver ce client aussi rapidement que possible, en utilisant son réseau et ainsi de suite. Mais sinon, qu'est-ce qui a changé par rapport au Covid? Je crois juste que c'est je pense qu'il y a plus d'opportunités, mais il faut être plus flexible qu'avant, puisque je pense quand même que de rencontrer les gens, quand on veut signer des deals, en tout cas, c'est beaucoup plus simple de le faire quand on a les gens en face de soi et pas juste en mode virtuel.
Parce qu'une fois qu'ils ont raccroché le téléphone, c'est facile ensuite de ne plus rien faire ou de ne pas avancer. Et donc et si on n'a pas la fibre commerciale que moi j'ai quand même pas hyper développée, j'ai du mal en fait entre guillemets casser les pieds aux gens régulièrement toutes les semaines pour qu'on avance sur le projet dont on avait parlé. Donc là, avec le monde digital, à mon avis, créer les boîtes, c'est pas devenu plus simple. Par contre, il y a au niveau des opportunités, enfin, si moi je vois pour nous, en fait, le fait que tout le monde soit passé sur le digital et que oui, tout le monde ait dû y passer et que tout le monde soit ouvert à ça maintenant et tout le monde réalise que ça a une certaine valeur, même si revenir vers un modèle hybride, c'est probablement ce qu'on va voir dans la plupart des boîtes et ça fait un sens. Là, maintenant, je peux en fait très bien me battre pour avoir les clients qui sont à Singapour, en Australie, et ainsi de suite, à condition que je sois d'accord pour me lever à des heures qui ne sont pas tout à fait normales pour un Européen. Mais là, la semaine prochaine, de 2h à 4h du matin, j'ai un atelier avec Taïwan, parce qu'ils sont à Taïwan et à Los Angeles, donc c'est au milieu de la nuit pour moi. Et ensuite, j'en ai un le matin avec une boîte à Genève et l'après-midi avec une autre boîte à Francfort. Ok. Et tu dors quand? Virtuel. Et avant, en fait, avant le 8 mars 2020, je pouvais facturer en gros que 4 jours par semaine, puisque j'étais 4 jours par semaine chez un client. Et là, en fait, je peux pratiquement, je vais pas dire, je peux travailler en parallèle sur plusieurs clients et livrer de la valeur ajoutée. Et en fait, quand on passe une journée chez un client, je ne crois pas que toute la journée soit productive. Par contre, si on passe une demi-journée de chez soi à la maison, en fait, on travaille comme si on était, si on avait passé 8 heures chez les clients. Donc, ça vaut le jeu en vaut la chandelle. Mais si j'ai vraiment appris une chose, c'est je ne le ferais pas si je n'avais pas le premier client et même la boîte à laquelle je suis en train de réfléchir en ce moment. On ne crée pas la structure tant qu'on n'a pas le premier client pilote. Ok. Et justement, tu as dit que pour trouver ce premier client, le réseau était important. Mais comment tu as fait à peine 20 ans pour apparemment déjà avoir un réseau? Enfin, comment du coup tu as trouvé ce premier client? Alors, à l'époque, ce qu'on faisait, c'était, on avait donc l'entraîneur, Boris Becker et son entraîneur travaillaient avec une boîte qui était au Liechtenstein et avec un ingénieur qui avait développé un produit ou 2 produits. Un qui mesurait la tension des raquettes de tennis et qui était fait pour vulgus pecum, pour n'importe qui. Et un deuxième qui fonctionnait, qui se mettait sur le manche de la raquette et qui fonctionnait avec des interrupteurs au mercure et qui permettait à un prof de tennis de donner des coups à 5 personnes en même temps. Et ensuite, elles peuvent s'entraîner à faire les gestes proprement. Ma copine, donc qui est maintenant ma femme, Bettina, elle jouait très bien au tennis. Et donc, en fait, on a créé ça avec son entraîneur. Et c'est lui qui nous a donné accès à son réseau. Et après, plus tard, quand le fournisseur a commencé à avoir des problèmes à livrer, on a cherché à se diversifier. Et là, en fait, j'ai rien fait d'autre que à l'époque, puisque ça existait, Internet, c'était pas encore le gros truc. J'avais un catalogue comme ça des VRP, donc des commerciaux multicartes. Et on a cherché ceux qui pouvaient nous aider à vendre les produits qu'on voulait vendre à l'époque, puisqu'à l'époque, on était devenu représentant sur la France pour ce qui allait s'appeler Compid, qui est devenu une grosse boîte maintenant, et pour un autre truc qui était plutôt dans le jeu de société qu'on avait découvert à Nuremberg. Donc, ouais. À l'époque, donc, le réseau, c'était celui de l'entraîneur de Bettina, et après, on avait dû tout recommencer à zéro, mais on s'est pris trop tard, en fait. Je veux dire, les nouvelles choses qu'on cherchait à commercialiser, ça n'a pas démarré assez vite et donc on a préféré fermer la boîte et aller chercher un boulot plus normal. Ok. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que construire son réseau, c'est peut-être potentiellement plus facile à l'aide des réseaux sociaux. En plus, on peut quantifier en fait notre réseau. Mais en réalité, quels seraient tes conseils pour entretenir la qualité de ce réseau au-delà de la quantification en fait? Quand j'avais voulu quitter SAP la première fois, donc 5 ans avant, j'avais pas fait ces board of advisors qui m'ont fait développer mon réseau au niveau des CIO, CDO et ainsi de suite. Donc moi, et c'est ce que je répète aux gens qui me disent qu'ils envisagent de quitter
SAP, je leur dis, investissez beaucoup dans votre propre marque, sans, sans dire je suis quelqu'un d'extrêmement connu comme Alexandre Osterwalder ou quoi que ce soit. Mais même avoir un réseau avec 150 ou 200 personnes, ça permet déjà de faire décoller les choses. Et même si on le fait aujourd'hui avec LinkedIn ou on le fait avec Instagram ou quoi que ce soit, faut faire attention à son image et il faut y investir et il faut y passer du temps. Ce que je ne fais pas suffisamment, donc c'est pour ça qu'on se parle en ce moment. Parce que justement, en fait, il faut se rendre visible à des gens qu'on ne connaît pas et qui ne te connaissent pas. Mhm. C'est un peu comme arriver à mettre un phare sur la côte et puis en espérant que les bateaux qui passent par là, ils voient le phare et soient attirés par la lumière, on va dire. Et justement, en parlant de lumière, on va du coup peut-être revenir sur le sujet principal, le design thinking, et mettre en lumière cette méthodologie d'innovation. Peux-tu nous en dire plus sur les 3 dimensions que tu avais présentées lors du dernière interview? Enfin, pour utiliser le design thinking et avoir du succès, sans que ce soit de la magie, en fait, il faut faire en sorte d'avoir, je vais commencer à rebrousse-poil, mais il faut avoir les bons participants, le bon environnement et puis ensuite la bonne question. Et maintenant, pour arriver au-dessus de ça, il y a une espèce de trinité qui tourne autour de tout ce qui est l'empathie, donc la désirabilité, la viabilité et la faisabilité. Et si on vient le plus important, c'est la désirabilité. Ça ne sert à rien de créer des idées qui ne généreront pas d'adoption. C'est d'ailleurs la différence entre une idée et l'innovation, en fait. Une idée, c'est une bonne idée. Une innovation, c'est une idée qui a du succès. Le centre de tout ce qu'on fait quand on veut utiliser le design thinking, c'est la désirabilité et l'adoption. Ce qui veut dire que quoi que je fasse, et à n'importe quel moment, en fait, c'est de se centrer autour de l'utilisateur, du client, du fournisseur, et ainsi de suite, de l'employé en fonction du challenge ou du problème qu'on cherche à résoudre. C'est ça qu'il faut mettre au centre de tout ce qu'on fait. C'est ça qui doit me guider quand il s'agit de choisir les participants pour un atelier. C'est ça qui doit me guider à chaque étape pour être sûr que je ne suis pas en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tant que je laisse le client, l'utilisateur, le fournisseur, l'employé au centre de ce que je fais, l'humain, je suis à peu près sûr de ne pas me planter. Après, quelle que soit l'idée que j'ai, il faut que j'arrive à convaincre des gens souvent, et même si c'est moi, et même si on prenait maintenant la création de boîtes, je vais vouloir identifier mon marché. Donc, trouver des gens qui vont dire oui, l'idée que tu cherches à faire, c'est quelque chose de bien, et puis les services, à la limite, on les prendrait chez toi, ou on achèterait ton produit. Mais 2, après, il faut que ce soit win-win, donc on passe dans le mode de la viabilité. C'est-à-dire, il faut que ce soit quelque chose qui m'apporte à moi de la valeur, mais il faut aussi que ça en apporte, et c'est là où on revient de nouveau au premier cercle, qui est l'utilisateur, le client et tout ça. Il faut que ça m'apporte à moi de la valeur, mais il faut aussi que ça apporte de la valeur au client. Et si j'arrive à toujours avoir ces 2 win-win, eh ben j'ai de fortes chances, si je suis déjà centré sur mon client et qu'en plus j'ai la viabilité. Après, il ne me reste plus qu'à résoudre la troisième inconnue dans l'équation, on va dire, qui est la faisabilité. Mais en fait, la faisabilité, moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est ce qui est plus simple en ce moment. Alors oui, il faut un budget, mais en ce moment, en tout cas, si on veut utiliser les moyens technologiques, il n'y a pratiquement pas de limite. Si j'ai une idée qui intéresse les gens, si j'ai réussi à trouver un business model qui fonctionne, donc que c'est quelque chose dont je pense que c'est viable, après arriver à le faire, je vais peut-être pas y arriver cette année, mais je vais y arriver l'année suivante ou quoi que ce soit, parce qu'il y a une certaine techno que j'aimerais avoir qui n'est pas encore là, mais je peux aller de l'avant. C'est pour ça que quand je fais les ateliers, il y a 5 ou 10 ans, quand on a commencé, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, on cherchait toujours à couvrir les 3 en même temps parce qu'on était beaucoup plus limité au niveau de la techno. Mais là, aujourd'hui, j'ai une fâcheuse tendance, je vais dire, dans les ateliers que je fais, à dire on se concentre sur ce qui est l'adoption, la désirabilité et la viabilité. Et la faisabilité, à la limite, on peut même le faire après l'atelier ou dans un deuxième atelier et le rajouter ensuite parce que c'est moins problématique. Et même si je vais faire un atelier
pour par exemple dire je veux réinventer le processus de l'onboarding dans une boîte, ben, c'est pareil. Il faudra que j'invite les bonnes personnes des ressources humaines, il faudra que j'invite une ou deux personnes qui ont été des candidats dans la boîte il y a quelque temps, les inviter dans l'atelier et arriver à créer quelque chose qui est viable. Après, que ce soit faisable, c'est juste un processus. Et oui, ça peut être complexe et il faut du change et ainsi de suite, mais il n'y a plus rien d'impossible, je crois. C'est juste qu'on risque de se planter si on ne se concentre que sur le fait que c'est faisable, à la place de regarder est-ce que ça fait un sens pour tout le monde, donc le viable, et est-ce que c'est quelque chose que les utilisateurs vont utiliser derrière, parce que sinon, à la limite, je leur mets en place un processus ou un nouveau soft ou quoi que ce soit, et les gens vont continuer à utiliser Excel à côté parce que je ne les ai pas impliqués dans le processus. Mhm. Et justement, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent customer-centric. C'est un peu le nouveau concept, le buzzword qu'on met dans toutes les communications digitales ou sur les sites internet. Mais toi, quels sont vraiment tes conseils pratiques que tu donnerais en fait aux entreprises pour réellement être customer-centric? Ouais, elles disent toutes qu'elles sont customer-centric, mais souvent elles le sont qu'à moitié, parce qu'en fait, elles réduisent le client au client, à la place de penser au fait que le customer, c'est quel que soit mon boulot, j'ai des clients. Si je suis dans les achats, je n'ai peut-être pas affaire aux clients, mais j'ai des fournisseurs et c'est mon customer. Si je veux bien travailler dans le purchasing, c'est pas le but, c'est pas juste de squeezer les fournisseurs, c'est d'arriver à trouver un mode opératoire qui crée un écosystème avec ses fournisseurs. Si je suis dans la comptabilité, mes clients, ça va être d'autres départements dans la boîte. Pareil, si je suis dans le legal ou dans la propriété intellectuelle ou quoi que ce soit, ou dans la recherche et le développement, j'ai toujours des clients. Et en fait, c'est ça souvent que les boîtes ne font pas. Quand elles disent elles sont customer-centric, elles pensent en fait aux clients qui sont à l'extérieur de la boîte. Et en fait, bien servir les clients à l'extérieur, ça commence par bien servir les clients à l'intérieur. Une fois que tous mes clients internes, donc en fait tous mes employés, sont satisfaits avec la manière dont eux ils sont servis et la manière dont eux ils servent leurs propres clients, à ce moment-là, je commence vraiment à avoir une culture où le client est au centre de ce que je fais. Et ça ne veut pas dire que je dois mettre en place des processus qui sont lourds et ainsi de suite. C'est plutôt un état d'esprit. Et la deuxième manière que je trouve dans les boîtes, c'est les silos en fait. Alors si on a un certain degré de customer centricity, la plupart du temps on le pense en mode vertical. Donc si je suis dans la division, je sais, la division qui fait les produits A va penser customer centric pour ses produits, mais pas forcément au niveau de la boîte. Je pense sincèrement que je ne dis pas qu'il faut supprimer les divisions, mais en tout cas, il faut les rendre un peu comme du Gore-Tex. Ça doit respirer, donc il faut rendre les trucs un peu poreux. Et ça permet s'apercevoir quand on fait des ateliers avec des équipes diverses qui ne viennent pas forcément toutes de la même division, qu'en fait, ils vont voir qu'ils ont tous les mêmes problèmes, que quand ils travaillent ensemble, ils arrivent à avoir des idées qu'ils n'avaient jamais avant et à la limite à développer des nouveaux produits et donc des nouveaux marchés que la boîte n'avait pas vus. Et la customer centricity, c'est aussi de penser au fait que être customer centric, ça veut aussi dire je ne réfléchis pas à mes produits tout seul, j'implique le client de A à Z et depuis le moment où j'ai l'idée jusqu'au moment où je vais vouloir scaler avec mon idée. Donc vraiment, dès que j'ai l'idée, avant d'investir trop de temps ou trop d'argent et ainsi de suite, moi j'ai toujours fait les meilleures expériences en impliquant le client qui souvent va il se sent mis en valeur et deux, il va me donner du feedback auquel j'aurais souvent pas pensé. Et là, pareil, dans la customer centricity, après, il y a des degrés. Je peux très bien dire que je ne fais pas des one-on-one avec les clients pour la co-innovation, mais que je fais plutôt plusieurs clients qui travaillent ensemble, parce que ça me permet comme ça de ne pas faire et donc de pas définir un produit qui va satisfaire le client, mais le client suivant qu'à moitié, le troisième client qu'au tiers, et ainsi de suite. Si je mettais les 4 clients qui me paraissent importants dans une salle et que je les faisais travailler ensemble, eux-mêmes se surprendront et eux-mêmes s'accorderont sur un dénominateur commun. Et comme ça, moi, je n'ai pas besoin de faire ça en interne. Et malgré tout, je suis customer centric et je suis quand même plus efficace.
Donc pour moi, la customer centricity, il faut en fait devenir, il y a un mot, je ne sais même pas s'il existe en anglais, customer adaptive en fait, il faut devenir plus que customer centric en fait. Parce que les besoins du client, ils évoluent avec le temps. Et si je veux toujours avoir le pouls de mon client et savoir ce qui se passe dehors, la customer centricity, ben c'est le plus important. Pour bien sentir le pouls du client, il faut aussi que je sache le faire en interne. Et donc, il faut d'abord sentir le pouls de mes employés, le pouls de mes managers, le pouls de et ainsi de suite. Et par rapport à la deuxième dimension, la viabilité, j'ai cru comprendre que tu expliquais la dernière fois lors de l'interview que tu utilisais l'outil Business Model Canva, c'est juste? Donc voilà, c'est un outil qui est très connu, mais quels sont tes conseils de nouveaux pratiques pour tester la viabilité des business models Canva qui sont développés à la fin des workshops? Donc, le business model Canva, c'est 9 zones qui permettent en fait en partant des segments de clients ou des clients qu'on a, d'arriver à définir quelle est la proposition de valeur qu'on a et comment on satisfait les clients et qu'est-ce qu'il nous faut pour en fait livrer cette satisfaction aux clients et ces produits qu'on veut leur livrer. Donc je peux couvrir avec ça tous les éléments de mon business model et je reviens malgré tout à ce que je fais avec le design thinking, puisque pour ceux qui connaissent le business model, à droite j'ai tout le côté client et tout ça c'est ce qui me rapproche du client, c'est la customer intimacy en anglais. Tout ce que j'ai à gauche, c'est ce qu'il me faut pour arriver à livrer cette customer intimacy. Donc, c'est tout ce qui est faisabilité. Et tout ce qui est en bas, qui sont la partie coût ou impact négatif, parce que ce n'est pas juste des coûts. Et tout ce qui est la partie revenu ou impact positif, ben ça, c'est la partie viabilité. Et normalement, quand on fait les ateliers et qu'on utilise le business model Canva, ben, à l'arrivée, on a des protos avec un business model. Et en fait, derrière, il faut ce que je fais souvent à la fin des ateliers, c'est de demander aux diverses équipes de trouver les 2, 3 aspects qui leur paraissent vraiment critiques pour ces business models. Ceux où ils disent ça, il faut vraiment que je vérifie. S'il y a 2, 3 choses qu'il fallait que je vérifie, lesquelles c'est. Ça leur prend pas longtemps, parce que le but, c'est pas d'en faire une science, mais plutôt basé sur le gut feeling. Et donc, en 10-15 minutes, ben, ils peuvent arriver à marquer ça. Et derrière, en fait, il faudrait leur dire, ben, l'atelier, c'est pas la fin de ce qu'on fait, c'est juste le début. Donc maintenant, on va prendre ces business model Canva et vous allez tester les hypothèses, que ce soit en interne, mais potentiellement en fonction du challenge sur lequel on a travaillé aussi en externe, avec des clients, des fournisseurs, enfin les stakeholders qui sont importants. Et pour être sûr qu'ils le font, en fait, ce que je dis souvent au chef de projet, ou à celui qui a animé l'atelier, c'est de dire tu organises un call d'une demi-heure, pas plus, toutes les semaines, juste pour vérifier où ils en sont et où est-ce qu'ils veulent être la semaine suivante. Et ça, on fait ça pendant 3-4 semaines. Et puis derrière, on se retrouve derrière pour itérer, pour leur demander de partager sur les résultats qu'ils ont eus, sur les hypothèses qu'ils ont testées et ce que ça a entraîné comme conséquence en termes d'itération sur le pivot, sur le business model lui-même. Est-ce que ça peut avoir comme conséquence après sur le proto qui est peut-être en dessous? Et justement, ça me fait penser, en moment, tu as expliqué justement qu'il fallait aussi tester à l'externe, et ça me fait penser justement à ce concept, get out of your building, qui est parfois assez complexe pour, certains managers ou directeurs. Pourquoi tu inciterais justement ces gens-là à rencontrer beaucoup plus leurs clients, et clients, bah, comme tu l'as dit, au sens large, et comment s'y prendre? Ben, en fait, souvent, c'est vrai, alors c'est pas juste vrai pour les managers et les directeurs, mais quand dans le design thinking, il y a un outil qu'on utilise qui sont les interviews, qui me permet d'apprendre des choses une fois que je me suis mis d'accord sur quelles étaient les 5 ou les 6 questions que je veux leur poser. Ensuite, en une vingtaine de minutes max, ben, je fais les interviews. Et c'est vrai que c'est toujours difficile dans les cours d'envoyer les gens dehors et de leur dire ben, maintenant allez faire 4-5 interviews et revenez dans 2 heures. Mais ça reste un outil qui fonctionne très bien. Maintenant, l'alternative pour les boîtes, parce que c'est vrai qu'elles n'aiment pas faire ça, la plupart, c'est de retourner le truc, puisque si je sors, c'est que je vais discuter avec des utilisateurs, avec des clients et ainsi de suite. Donc l'alternative, c'est de dire ben, je le fais différemment et j'invite les clients dans mon atelier. Et à ce moment-là, j'ai les experts
qui seront ses clients, qui seront avec moi dans l'atelier. Par contre, là, il faut que les boîtes aussi apprennent à réfléchir au fait que quand dans une équipe, quand on fait un atelier, on a des équipes qui ont une taille entre 4 et 6 personnes, mais maintenant, si j'avais des clients, c'est probablement plus proche de 6. Si j'ai 6 personnes dans une équipe, il n'y en a pas 4 de la boîte interne et 2 clients. C'est au maximum une personne de la boîte et tous les autres, c'est des externes, en fait. Et donc, je vais chercher les profils différents, à la limite des gens qui n'ont jamais consommé mon produit, des gens qui sont peut-être de catégories d'âge différentes, et puis rajouter à la limite un électron libre, quelqu'un qui est un peu différent et qui va provoquer des idées auxquelles aucune personne, même pas mes clients, n'aurait pensé. Quelqu'un qui à la limite n'y connaît rien, donc quelqu'un qui va être le candide de l'équipe et qui risque de poser des questions qui vont avoir l'air d'être des questions stupides ou niaises, mais en fait elles le sont juste parce que tous les autres sont des experts qui sont dans une espèce de roue de hamster là, et on a tellement la tête dans le guidon pour ainsi dire qu'on voit plus le paysage quoi. Et des gens qui viennent de l'extérieur, ben justement eux ils nous disent ben, là à gauche il y a un lac et là il y a des machins, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec quoi. Et donc le get out of your building, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Mais le palliatif, c'est d'inviter ensuite les clients dans des ateliers. Et on avait fait ça par exemple, avec les SIG à Genève. Okay. Aussi, tu as parlé d'électrons libres, on les appelle aussi extreme users, si je ne me trompe pas dans certains cas. Oui. Comment tu fais pour les trouver? C'est parfois pas forcément évident, peut-être en B2C, on se dit que c'est peut-être assez simple, mais en B2B? Non, c'est pas facile. Là, j'utilise vraiment moi, le bouche à oreille. Généralement, c'est toujours les mêmes, entre guillemets. C'est des gens qui sont innovants, qui aiment bien tester les nouveaux trucs et tout ça. Et dans chaque boîte, c'est toujours les mêmes personnes. Et donc, il faut les trouver, il faut les identifier. Pour ça, il faut utiliser le réseau. Mais il faut d'abord souvent convaincre le sponsor de dire que justement, il nous faut des extreme users dans l'atelier. C'est déjà la première haie à sauter parce que au début, quand c'est le premier atelier, ben, les gens doivent faire confiance sans l'avoir vraiment vécu. Une fois qu'après, ils ont vu l'impact que ça peut avoir d'avoir des extreme users, la question ne se pose plus. Après, ça devient, je ne vais pas dire systémique, mais ils savent quand est-ce qu'il leur faut de tels utilisateurs dedans. Mais au début, oui, il faut les trouver, il faut avoir un réseau. Moi, de temps en temps, je cherche aussi, je connais des gens, donc je propose aussi à certains de mes clients certaines personnes. Et après, mais c'est un petit peu au petit bonheur la chance. D'accord. Par rapport à la troisième dimension que tu as présentée, donc la faisabilité technique, à quel degré, en fait, ça doit être techniquement faisable Alors, ça dépend dans un premier temps? Et combien de temps ça prend? des sujets. Alors, en fait, ce à quoi il faut faire attention, il ne faut pas oublier que quand on fait un atelier et ce genre de truc, bon, qu'on le fasse en digital ou en physique, on va avoir des centaines de post-it au mur ou sur l'écran. Donc, si pendant l'atelier, même en mode passif, j'ai pas impliqué une personne qui derrière va être responsable de la faisabilité, je vais avoir un problème. Parce que juste regarder les post-it et ainsi de suite, ça fonctionne pas. C'est pour ça souvent qu'on dit le premier truc, c'est de dire quand les gens présentent les protos à la fin et tout ça, ben, on les enregistre. S'il y a une seule partie qu'il faut enregistrer, que ce soit l'image ou au moins le son, c'est vraiment ces protos. Et ça, on le fait qu'on le fasse en présentiel donc il faut demander l'avis des gens, mais ça fait vraiment un sens parce que j'avais montré le truc là de Alexa là, que j'avais fait avec une boîte, mais juste le truc, ça ne veut rien dire. Si on a la vidéo, il y a toute l'histoire. Et donc pour la faisabilité, si je fais, en tout cas moi de mon expérience, si c'est des ateliers techniques, il vaut mieux inviter, si je prends par exemple de la techno avec de l'informatique et ainsi de suite, j'aurais une tendance à inviter un architecte dans l'atelier. Il n'aura pas forcément de rôle actif,
Il faut juste que j'en prenne un qui comprenne le design thinking, donc quelqu'un qui a déjà au moins suivi un cours ou qui a déjà assisté à un atelier, on va dire. Et ce sera cette personne qui, une fois qu'il aura en plus assisté aux présentations, ben, sera capable, si par exemple je fais ça pour un de mes clients, qui sera pas capable en 2 semaines de revenir vers le client en disant c'est faisable et la fourchette, ça va être entre tant et tant de milliers d'euros ou de mois de travail. S'il s'agit d'un processus, c'est pareil. J'inviterai quelqu'un qui vient aussi du change, parce que souvent quand je fais les processus, le problème, c'est pas de dessiner le processus sur un PowerPoint ou quoi que ce soit, c'est de réfléchir à tout le change que la mise en place de ce processus doit accompagner. Et donc, j'inviterai pareil une personne du change qui n'aura probablement pas de rôle actif, mais qui, parce qu'elle aura vraiment compris pourquoi il y a telle étape à telle étape, parce qu'elle a entendu les utilisateurs et les experts qui ont échangé, ben, elle sera même ensuite de dire, donc, pour mettre en place ce processus, voilà ce qu'il faut faire. Et la faisabilité, oui, après, après, il y a des ateliers. J'ai aidé un client récemment à travailler sur sa segmentation client qu'il voulait avoir dans le futur. Et c'était un, quelle est ma segmentation, et deux, quels sont les services que je veux offrir aux clients dans l'avenir. Et donc là, la société avec laquelle j'ai travaillé, en fait, elle avait tout ce qui était les achats, tout ce qui était le département IP, le département legal et ainsi de suite. La recherche et le développement étaient tous impliqués et ils avaient tous leur catalogue de services. Une fois que les régions avaient identifié les segments, on a fait une séance avec toutes ces fonctions transverses qui ont présenté leur catalogue. Ensuite, virtuellement, entre guillemets, je leur ai demandé de sortir de la salle. Puis ensuite, on a demandé à la force de vente de réfléchir pour les segments qu'ils avaient choisis, quels sont les services dont ils pensent que les clients ont besoin et sans se limiter à ce qui venait de leur être présenté. Donc, en leur disant si c'était Noël et Pâques en même temps, qu'est-ce que ton client aimerait bien avoir. Et ensuite, on a fait revenir les fonctions transverses et les commerciaux ont dû présenter le catalogue des services qu'ils aimeraient avoir. Et donc, je veux dire, 70-80%, ben, c'est la même chose que ça colle avec ce qu'ils avaient présenté. Mais il y a 30% qui sont nouveaux ou différents. Et là, j'avais prévenu les fonctions transverses qu'elles n'avaient pas le droit de dire c'est impossible. Elles ont juste le droit de dire c'est possible aujourd'hui ou il nous faut un peu de temps. Mais pas, c'est pas possible. Okay. Parce que généralement, la réaction je vais dire, du directeur financier quand je vais aller le voir avec un nouveau business model, c'est ah non, ça va cannibaliser mon modèle actuel. Si je vais voir quelqu'un dans le legal, il va me dire non, non, on n'a jamais fait ça. Il va pas. La plupart de ces fonctions ont un petit problème à réfléchir différemment en se disant pas oui, on n'a jamais fait, mais comment est-ce qu'on pourrait? Donc c'est inverser pas le rapport de force, mais parce qu'il faut que ça reste faisable. Mais c'est vraiment réfléchir en dehors des clous et dire ok, on l'a jamais fait jusqu'à présent, mais ça ne veut pas dire que ça n'avait pas de sens. Il y avait le directeur informatique d'un de mes clients qui m'avait dit que justement en parlant du business model Canva, qui ne présentait plus des nouveaux business models, mais il ne présente parce qu'à chaque fois il se faisait taper sur les doigts par la direction financière à cause de la cannibalisation, mais qu'en fait, il leur disait, je vous présente des nouveaux modèles de croissance. Et ça, psychologiquement, chez les gens, un modèle de croissance, c'est toujours en plus. Ce n'est pas à la place. Okay. Donc, on a déjà sauté une haie de plus, juste en changeant un mot. C'est génial, ça, c'est un bon conseil. Oui, ça marche. Il m'avait dit, depuis, je l'utilise et ça marche. Et en fait, ça rejoint aussi ce que tu disais au tout départ, lors du premier interview. Le design thinking, c'est un mindset. Oui. Qui s'adopte aussi au travers de la parole, du choix des mots, de penser à contrario positif, du coup. Oui. Donc, non, c'est intéressant. Mais justement, combien de temps ça prend et comment tu éduques les gens à ce mindset? Il faut y aller comme si on pelait un oignon, en commençant par l'extérieur et puis en allant vers l'intérieur. Ça ne sert à rien de dire on va faire un Big Bang et tout le monde va devoir prendre un cours de design thinking ou participer à des ateliers. Ça sert à rien. C'est comme ça qu'on avait commencé chez SAP et ça ne marche pas. Parce qu'il faut trouver, il faut un sol qui soit réceptif. C'est comme pour des plantes. Hein.
Je ne peux pas planter des trucs n'importe où, n'importe quand. Ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Et il faut laisser du temps au temps. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'en 6 mois, on va avoir une révolution. Certains clients avec qui je travaille, ça fait 7 ans que je travaille avec eux et on n'a toujours pas fini. Mais aussi parce que la cible évolue, la boîte évolue, donc le modèle de design thinking qu'on utilise, ben, il évolue aussi. Mais c'est vraiment la métaphore avec l'oignon, c'est vraiment ça en fait. Il faut trouver un sol favorable pour commencer. Commencer à le faire avec les gens qui ont envie, donc sur un département, créer des success stories et grandir à partir de là. Mais là, pareil, c'est pas linéaire. Je vais me taper des fois des plafonds de verre qui vont prendre un certain temps qu'on va prendre un certain temps à traverser. Mais ça fonctionne. Et il ne faut pas être dogmatique sur la méthodologie. Donc, sur les 3 cercles, oui. Mais après, sur la manière dont le design thinking va être appliqué selon les départements, non. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de vrai, pas de faux. Il y a certains principes à garder en mémoire qui tournent autour de ces 3 cercles-là dont on a parlé. Mais tout le reste, c'est malléable. C'est de la pâte à modeler et il faut pas le prendre comme si c'était du surgelé. Il faut vraiment faut y aller et il faut l'adapter à ses besoins. Et c'est la seule manière dont la bouture prendra. C'est si je l'adapte au début à mon ADN, ensuite elle influera sur mon ADN. Ok. Et c'est vrai que l'adoption de ce mindset, c'est une forme de gestion du changement. Oui. Avant, tu as parlé justement d'impliquer le change dans les ateliers design thinking, mais quels conseils donnes-tu aux entreprises qui n'ont pas de division change management ou qui n'ont pas de représentant du change? Quelles personnes, en fait, il faudrait inviter à la place ou quels conseils leur donnerais-tu, en fait? Au début, on peut travailler avec des consultants externes, que ce soit pour le design thinking ou pour le change. Ce n'est pas forcément quelque chose à quoi je crois pour le long terme. Je crois que si on veut avoir du succès avec des méthodes comme le design thinking ou avec le change, si on veut que ce soit adopté, il faut vraiment avoir des ressources en interne. Et à la limite, pas forcément des ressources qui soient à plein temps, mais simplement, et ça peut être n'importe quel employé, en fait. Ça peut être quand je vais dérouler une nouvelle version de Microsoft Office, nous, humains, on va avoir une tendance à dire non, je veux garder mon Windows 10 et je veux pas, ou mon Windows 8 et je veux pas changer. Et c'est souvent plus simple de dire quels sont, on revient aux extreme users un peu, mais quels sont les leading users, donc les premiers qui sont volontaires pour l'adapter. Essayez plutôt d'utiliser ces gens-là pour générer l'effet boule de neige, parce que généralement, ces gens-là qui sont les premiers qui sont prêts à faire quelque chose sont aussi souvent des gens qui sont reconnus en interne comme ayant cette qualité, si on veut, ou ce défaut, comme on veut, mais ils sont reconnus pour ça, et donc ils ont leur réseau, et avec ça, on peut s'étendre doucement, sans brusquer l'organisation et la machinerie. Et justement, pour gérer cette communauté de champions, en quelque sorte, qu'est-ce que tu as vu au sein des entreprises, donc au sein de tes clients, et qu'est-ce que tu conseilles? De quelle manière faut-il gérer ces champions pour qu'ils continuent en fait de promouvoir le changement? Ça marche souvent quand, bon, alors que toutes les équipes, ça a marché pour moi quand j'étais chez SAP. Donc, comme dit, c'était 23 000 personnes. Mais moi, dans une boîte qui en avait 80 000, donc je travaillais avec des peers. Donc, c'est d'avoir, je veux dire, un groupe de Jedi en interne qui catalyse tous les différentes manières dont le design thinking va être utilisé, ou ces méthodes, parce qu'il n'y a pas que le design thinking, vont être utilisées, et qui après les redistribue. Mais il ne faut pas que ce groupe soit trop gros, parce qu'il ne faut pas qu'ils deviennent, souvent les équipes qui deviennent trop grosses, qui peuvent travailler toutes seules, qui peuvent avoir un impact toutes seules, elles deviennent souvent arrogantes et aveugles, et même pire, sourdes. Elles n'entendent plus ce qui se passe dans l'organisation. Et donc, il faut arriver à avoir une taille d'organisation qui est tout petit. Chez SAP, pour 23 000 personnes, j'avais 18 personnes. Donc, je ne pouvais rien faire sans les régions, sans les organisations et ainsi de suite.
Mais ça ne m'empêchait pas, malgré le fait que j'en avais que 18, de les titiller suffisamment pour qu'ils acceptent de bouger. Et ça, je le faisais moi pour tout ce qui était le monde du service. Mais j'avais la personne qui était dans le monde du développement et une autre dans le monde de la vente qui faisait exactement la même chose et on s'échangeait sur les best practices et on faisait des ateliers ensemble. Et ce que j'ai vu dans les boîtes, c'est la même chose. Par exemple, au niveau de la Suisse romande, il y a les boîtes qui ont investi pas mal dans le design thinking. Elles se retrouvent souvent pour échanger. Donc, elles ont une espèce de tournante où elles se retrouvent. Et ça, je peux le faire pareil, que ce soit dans une grande ville, que ce soit en disant, pas forcément qu'avec des boîtes de mon industrie, en fait. Là, c'est vraiment quelque chose où je dirais, il faut aller outside the box et aller, même si je suis dans l'industrie, aller rencontrer quelqu'un qui fait la même chose dans un hôpital ou dans un hôtel. Voilà. Parce qu'il va y avoir des choses qui font que je vais pouvoir ramener chez moi, ça j'en suis sûr. Mhm. Donc c'est l'échange dans la boîte et en dehors de la boîte. Ça coûte du temps, mais derrière on apprend. C'est vrai que j'ai aussi observé cet échange de bonnes pratiques en design thinking entre des entreprises totalement différentes, pas dans la même industrie, ni de B2B à B2C, enfin bref. Mais la question, c'est comment on rejoint ce type de réseau? Est-ce Parce qu'il y que a une quand on est, communauté qui existe ou est-ce que c'est que du bouche à oreille? Est-ce que c'est du réseau? c'est souvent du bouche à oreille. Mais il y a aussi LinkedIn. Souvent, quand je suis sur LinkedIn, il y a des gens qui vont m'approcher parce que ils ont vu que j'ai fait ci et ça. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut poster, mais pas forcément poster un truc qui fait 300 lignes, mais juste dire avec une photo, tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, puis ça a bien fonctionné. Oui, c'est le savoir-faire et le faire savoir, en fait. Comme on dit en français, en allemand, ils disent tu gut und sprich drüber, ce qui veut dire fais quelque chose de bien et parle-en. On a une tendance à ne pas le faire. Et il faut pas et ça, on peut le faire dans la société aussi, hein, puisqu'on a tous des portails internes et ainsi de suite, parce que, je veux dire, dans une boîte qui a 10 000 salariés ou quoi que ce soit, souvent, je suis pas si je commence design thinking dans un coin, il y a peut-être quelqu'un qui vient de rejoindre d'une autre boîte et qui, elle, utilisait déjà le design thinking et où, en fait, ça peut être intéressant de trouver cette personne. Donc, il faut se rendre visible, mais sans se promener dans le couloir avec une casserole en disant c'est moi, quoi. Mais il faut se rendre visible en interne et en externe. Et après, ça vient tout seul. Et après, c'est vraiment le bouche à oreille. C'est quand je vais y aller et puis machin, je vais rencontrer des gens et puis tiens, et c'est un petit monde, on se connaît souvent tous. Et quels conseils souhaites-tu donner en plus aux entreprises pour mettre en pratique ces 3 dimensions? Il faut que ce soit porté par tout le monde. Alors, je ne le ferai pas si je suis pas, if I'm not serious about it. Donc, si je veux pas le faire de manière conséquente, donc il faut pas le faire parce que je pense que c'est un buzz. Ça sert à rien. Il faut vraiment le faire parce que je pense que ça peut avoir un impact. Je pense que ça peut avoir un impact, il ne faut pas croire que ça va se voir soudainement au bout de 3 mois. Est-ce que je vais avoir un atelier qui aura du succès au bout de 3 mois? Oui, mais ça ne voudra encore rien dire. Il faut savoir qu'on s'engage au moins pour 6, 9 mois, un an au moins. Il faut engager tout le monde dedans. Il faut bien expliquer que les ateliers, ce n'est pas la fin du truc, mais plutôt le début. Donc voilà. Et il ne faut pas sous-estimer une chose, il faut embarquer aussi le middle management, parce que souvent c'est quelque chose que les exécutifs veulent avoir, veulent pousser, cette agilité, cette customer centricity, casser les silos et ainsi de suite. Ils embarquent les employés, mais on a une tendance à laisser les managers au milieu. Donc il faut embarquer tout le monde dans le voyage et ne pas oublier que le design thinking, c'est un peu comme une drogue pour ceux qui participent aux ateliers. C'est généralement, on utilise ça au début et on vit dans des sociétés et dans des organisations où en fait on décide en haut et après, plus on va vers le bas, plus il faut exécuter sans poser de questions. Je le peins en noir et blanc là. Mais en fait, quand on cherche les gens, après quand on les met dans des ateliers, en fait tout le monde a le droit de réfléchir. Et c'est pour ça que je dis que c'est une drogue. Les gens qui vont participer à un atelier, ils adorent ça et ils vont en redemander. Donc, encore une fois, si on veut le faire, faut savoir que ça va avoir un impact tout de suite sur les gens qui participent et qu'il faut être prêt à vivre avec cet impact. Parce qu'en fait,
commence à utiliser ce genre de méthode, le message que je véhicule de la même manière, c'est je suis prêt à écouter vos idées un peu disruptives, je suis prêt à vous laisser faire des erreurs à condition que vous appreniez de ces erreurs, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas forcément la manière dont la plupart des boîtes sont organisées encore aujourd'hui. Ok, parfait. Et sinon, est-ce que tu as encore un mot de la fin à partager? Non, j'y crois. Je n'ai pas encore trouvé de société, de culture et d'industrie où ça ne fonctionne pas et où ça n'a pas de valeur. Donc moi, je recommanderais à tout le monde d'essayer.